êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque, ravi de vous retrouver. Au sommaire, ce dimanche, le président rwandais reçu par son homologue français Emmanuel Macron. Paris et Kigali sont-ils en train de renouer 24 ans après le génocide des Tutsis et la controverse sur le rôle de la France. La France qui apporte son soutien à la candidature rwandaise à la tête de la francophonie. Pourquoi ? Vive émotion en Belgique, une fillette kurde a été tuée au terme d'une course-poursuite entre la police et une camionnette transportant des migrants vers la Grande-Bretagne. La mort de la petite Maouda peut-elle remettre en question la politique migratoire de la Belgique ? C'est Giuseppe Conte, un novice en politique, qui prend la tête du gouvernement de coalition populiste en Italie. Inquiétude à Bruxelles quant à la troisième puissance économique de la zone euro. Faut-il redouter une nouvelle crise européenne à un an des élections ? C'est une révolution en Irlande. Le pays légalise l'avortement. Comment expliquer les profonds changements qui bouleversent la société irlandaise depuis 2 décennies ? Ce référendum approuvé largement scelle-t-il la perte d'influence de l'Église catholique d'Irlande ? Voilà pour le sommaire et voici nos kiosqueurs. Jean-Christophe Lequin, rédacteur en chef de La Croix, quotidien français chrétien. Vous tenez un blog Paris Planète sur les questions internationales. Également président de l'association de la presse diplomatique et vice-président de l'association Europresse consacrée à l'Union européenne. Jean Stern, rédacteur en chef de La Chronique, le mensuel d'Amnesty International. Le numéro de novembre dernier était consacré à l'avortement. Vous êtes ancien reporter, notamment en Europe de l'Est et en Amérique latine. Vous avez travaillé 10 ans au quotidien français Libération, puis rédacteur en chef à La Tribune et au Nouvel Économiste. Vous êtes également chroniqueur radio sur France Inter. Et enfin, Béatrice Delvaux, éditorialiste en chef au Soir, quotidien généraliste belge, où vous êtes entrée en 1984. D'abord journaliste, puis chef du service économique et rédactrice en chef. Merci à vous trois d'être ici en plateau pour commenter l'actualité de la semaine. Merci à vous de nous rejoindre. Comme toujours, si vous avez des questions, des remarques, vous nous écrivez sur les réseaux sociaux, sur Twitter avec le hashtag le mot dièse kiosque ou alors sur notre page Facebook. On vous y attend nombreux, on vous répondra. C'est donc un retour remarqué à Paris pour Paul Kagame. Le président rwandais a été reçu à l'Élysée par son homologue français, Emmanuel Macron. Après un quart de siècle de relations conflictuelles, la détente semble à l'ordre du jour. New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2017. New Delhi, le 11 mars dernier, pour une conférence internationale. Poignée de main et grand sourire entre le président français et son homologue rwandais qui depuis plusieurs mois tente un rapprochement. Les signes se multiplient. Février dernier, la ministre française des Sports, Laura Flessel, est à Kigali. Cela faisait 8 ans qu'un officiel français n'était pas venu au Rwanda. Entre le Rwanda et la France, il y a un sujet toujours sensible, le génocide des Tutsis au Rwanda. Kigali accuse depuis des années Paris de complicité, voire de participation au massacre. Rupture totale lorsqu'en 2016, la justice française rouvre une enquête sur l'assassinat du président de l'époque, Juvénal Habyarimana, et accuse Paul Kagame d'être l'instigateur. Le Rwanda rappelle son ambassadeur de Paris, c'était en novembre 2017. La France, par certains responsables français, qui étaient les soutiens d'un régime qui a commis un génocide ici au Rwanda, depuis 23 ans, essayent de cacher leurs traces, essayent de brouiller les pistes. C'est ça l'histoire du Rwanda et de la France depuis 1994. Le Rwanda, vous accusez la France d'avoir participé au génocide. Vous pensez que la France est innocente dans ce pays ? Voilà, on parle de réchauffement des relations cette semaine entre Paris et Kigali. Mais comment renouer des relations quand il y a un tel passif et cette question qui n'est pas réglée ? Alors, c'est possible de se parler entre États, même lorsque l'histoire pèse lourdement. Il y a un très bon exemple, c'est l'Algérie. Entre la France et l'Algérie, on ne peut pas dire qu'il y ait consensus pour ne serait-ce que examiner ce qu'a été la guerre d'Algérie et trouver un discours commun sur ce sujet.
Eh bien, pourtant, l'Algérie et la France se parlent, pourtant il y a des échanges économiques, pourtant il y a des centaines de milliers de Français d'origine algérienne ou d'Algériens qui vivent sur le sol français. Donc l'histoire, c'est évidemment un élément extrêmement important, extrêmement lourd dans la vie des peuples et dans la vie des pays. Mais parfois, les États qui raisonnent en fonction de leurs intérêts du moment, et pas seulement en fonction de l'histoire, parfois ils estiment que, eh bien, il faut arriver à dépasser cette séquence historique. Et ça ne veut pas dire qu'on l'efface, mais ça veut dire qu'on essaye de la contourner plus que de l'effacer. Évidemment, on va revenir dans un instant aux intérêts du moment, mais je me tourne vers vous, Béatrice, puisqu'il y a eu des relations un petit peu compliquées aussi avec le Rwanda. En 2000, la Belgique présente ses excuses, demande pardon aux Rwandais. Vous, comme Belge, comment vous voyez cette visite de Paul Kagame à Paris cette semaine ? Plutôt comme une tentative d'Emmanuel Macron de sortir par le haut de cette crise qui pèse et surtout qui est peut-être devenue gênante. Elle l'était déjà parce que le président Kagame est un personnage important sur le continent africain. Mais en plus, maintenant, il est à la tête de ce projet de Smart Africa. Il est le leader de ce groupe de 9 pays qui vont faire de façon un peu intra-solidaire africaine, c'est-à-dire un peu loin des influences occidentales, leur projet d'autoroute du futur, de fibre optique, enfin un projet très ambitieux et sur lequel, en fait, il est plus facile pour Emmanuel Macron, jeune président qui se place dans le concept d'une France comme une start-up nation, donc qui est aussi une France qui mise sur la modernité. C'est plus facile pour Emmanuel Macron de recoller avec le Rwanda en disant passons au-dessus de ce qui est le passé, en espérant quelque part que ça soit noyé dans la fibre optique, je vais dire, et de manière à proposer autour du thème de la francophonie une espèce d'alliance objective de présidents qui veulent aller vers la modernité, un monde francophone moderne. Parce que de notre point de vue, Emmanuel Macron ne propose pas un projet francophone qui soit la France de papa, en fait, la francophonie de papa, mais justement une francophonie très active et très moderne qui va gagner la guerre du savoir. Et à travers cela, il a aussi une capacité, en travaillant avec le Smart Africa, non seulement de travailler sur un thème moderne, de travailler avec un président qui a du pouvoir, une capacité à faire advenir les choses, mais aussi apporter peut-être une forme de réponse au problème de la migration, puisque par ce Smart Africa, le groupe de pays veut à un moment donné développer un ensemble de pays, offrir de l'emploi aux jeunes. Donc je pense que c'est très malin, parce que ça paraît très technologique et très moderne, pas sûr qu'il arrive à effacer l'ardoise du passé. Qui est quand Justement, même très alors lourde. est-ce que tout d'un coup cette entente pourrait se faire au risque d'enterrer le passé ? Et est-ce que c'est dangereux d'enterrer un passé ? Moi, je crois que c'est un peu le calcul d'Emmanuel Macron. Je partage le point de vue de ma voisine. C'est-à-dire que c'était d'ailleurs très symbolique. La semaine dernière, il avait 2 invités à Paris qui ne sont pas croisés, mais qui étaient en même temps à Paris. C'était Mark Zuckerberg et Paul Kagame. Et sur le même projet, c'est-à-dire d'affirmer la France, effectivement, peut-être pas comme leader, mais en tout cas comme accompagnateur des grandes mutations aujourd'hui de l'Afrique vers effectivement plus de technologie, plus de modernité, plus de développement et un développement qui vient de l'Afrique. Alors maintenant, on ne va pas enlever les fantômes, hein. C'est-à-dire que cette histoire du Rwanda, c'est quand même, il ne faut pas l'oublier, c'est un génocide avec 1 million de morts, c'est des accusations extrêmement précises contre des hauts militaires et des hauts gradés français. Et moi, je pense, et c'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer, que les affaires doivent se continuer en France. Et on peut espérer que la France, petit à petit, ouvre les archives, ouvre les dossiers et qu'on arrive à voir la vérité sur cette affaire. Et on peut dire que le Rwanda a plus travaillé sur son passé avec un rapport conséquent ? Le Rwanda, enfin, il y a quand même des critiques qui peuvent s'exprimer sur le Rwanda. Évidemment que la question des génocides est assez bien documentée sur la façon dont ça s'est passé côté rwandais. Ce que je veux dire, c'est que on sait que c'est un régime qui est aussi très autoritaire, c'est un régime qui marche bien économiquement, c'est un régime aussi, évidemment, qu'il faut pouvoir le critiquer. Le président Kagame n'a pas à être intouchable, finalement, en tant que président du Rwanda actuel. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que la francophonie, aujourd'hui, soit l'un des moyens je ne sais pas s'il faut parler de retrouvailles franco-rwandaises, mais enfin d'un rapprochement. Parce que c'est vrai qu'au début des années 90, et notamment l'année du génocide en 1994, il y avait du côté français, et y compris à l'Élysée, la vision d'une sorte de complot anglo-saxon contre une sorte d'Afrique francophone dont le Rwanda faisait partie, et finalement le soutien que la France apportait au régime Hutu de Habyarimana, avant le génocide,
eh bien, c'était pour faire barrage, en quelque sorte, au monde anglo-saxon. Alors, c'était soit un mythe que les Français s'étaient représentés, soit il y avait une concurrence effective entre les anglo-saxons et les Français. En tout cas, c'est vrai qu'après, quand Kagame est arrivé au pouvoir, il a rompu avec la francophonie, il a rejoint le Commonwealth, et aujourd'hui, finalement, le Rwanda revient dans la francophonie, revient par la grande porte, avec possiblement ce poste de secrétaire général de la francophonie, qui a le soutien, finalement, sa candidate a le soutien de la France. Donc c'est très étonnant. Je vous propose à ce sujet, puisque vous nous lancez là-dessus, qu'on écoute Emmanuel Macron, c'était évidemment cette semaine, soutien donc de la France à la candidature rwandaise de la ministre des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo. On l'écoute. S'il y a une candidature africaine au poste de secrétaire général de la francophonie, elle aurait beaucoup de sens. Si cette candidature était africaine et féminine, elle aurait encore plus de sens. Et donc, à ce titre, je crois que la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Louise Mushikiwabo, a toutes les compétences et tous les titres pour exercer en effet cette fonction. C'est une claque pour le Canada, pour Michaël Jean, l'actuel secrétaire général de la francophonie, dit comme ça. C'est une grosse claque pour le Canada et pour Michaël Jean, une claque personnelle d'abord, mais il faut reconnaître que Michaël Jean est contesté au sein même de la francophonie, mais aussi au Canada et au Québec, dont elle est issue. Elle était, je vous le rappelle, gouverneur général du Canada dans le passé. Donc c'est d'une certaine manière, cette candidature rwandaise tombe comme du pain béni pour Emmanuel Macron, qui avait eu des mots peu aimables pour Michaël Jean il y a quelques mois. Donc ça va permettre de régler une impasse individuelle dans laquelle est la francophonie, en raison, on va dire, de comportement, d'agissement et peut-être de prévarication en partie du côté de Michaël Jean, et puis de relancer cette machine via l'Afrique, ce qui est effectivement, Mais quel est l'intérêt du Rwanda? Parce que vous le rappeliez, le Rwanda est maintenant membre du Commonwealth, s'est tourné vers l'anglais, vers la langue anglaise. Pourquoi revenir à travers ce que vous disiez, vous, être une grande porte, celle de la francophonie? Je pense que Kagame a besoin aussi d'alliés, d'alliances fortes. Le président, il ne faut pas oublier que c'est un personnage qui est très fort dans son domaine intérieur. Auprès de ses voisins, il exerce une influence certaine. Par ailleurs, c'est un homme qui a des qualités despotiques, entre guillemets, et qui peut très vite redevenir des défauts. Il s'est presque auto-proclamé jusqu'en 2034. Bon, c'était un référendum, mais fatalement a été un peu aidé par ce qu'il déploie comme projet. On salue beaucoup. Il y avait d'ailleurs un article très intéressant sur le fait que c'était le seul pays où il n'y a pas de sac plastique. En fait, il a interdit le sac plastique. Mais là-dedans, il y a une vraie métaphore de la manière dont il gère son pays. C'est-à-dire que tout se fait de façon extrêmement moderne, puisque c'est green et smart, donc technologique et digital, mais en même temps, et touristique, les services. Il est en train de développer un grand pôle de services, notamment autour du tourisme, même pas que. Il vient de signer d'ailleurs un accord avec Arsenal pour que les joueurs puissent porter visite Rwanda, qui est extrêmement bien vu. Donc il a le sens du marketing. Mais beaucoup s'inquiètent en se disant, dans le fond, et c'est même pour ça que c'est même un peu dangereux pour les Français, qui doivent rester très attentifs, parce que Kagame, on lui donne beaucoup de qualités, puis on reste toujours très prudent, parce qu'il se voit comme un leader d'un pays émergent, de pays d'Asie du Sud-Est. Certains se disent qu'il pourrait plutôt devenir un leader nord-coréen, dans la mesure où la manière dont il gère son pays flirte avec de la répression, peu de gens qui s'expriment, peu de place pour l'opposition, une liberté de presse quasi inexistante, mais en même temps une grande efficacité. Donc ce sera un partenariat très intéressant à regarder, parce qu'il est stratégiquement magnifiquement bien vu. Je trouve que ce coup de se dire finalement ces Rwandais qui faisaient de la discrimination, ils ont, dans la fonction publique, il y a eu de la discrimination sur les francophones, les fonctionnaires qui parlaient français, eh bien ils récupèrent un allié de première puissance et qui en plus aura les moyens de ses ambitions et va se les donner. Emmanuel Macron récupère Kagame de cette manière, et en même temps il va devoir toujours avoir un œil dans le rétroviseur, parce que le personnage est potentiellement toujours sulfureux. Une candidature rwandaise, ça pose la question des valeurs de la francophonie, démocratie, droits humains, ça peut être problématique? Oui, c'est une question qui se pose très régulièrement pour l'Organisation internationale de la francophonie. L'organisation milite beaucoup pour la bonne gouvernance et pour la démocratie. Mais étant donné que les pays qui la composent eux-mêmes ne sont pas toujours des grands exemples de démocratie, cette tension est récurrente. Est-ce que les autres pays d'Afrique vont soutenir cette candidature rwandaise? On rappelle que Paul Kagame, en plus d'être président de son pays, est président de l'Union africaine.
Écoutez, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse à cette question, mais il est probable, oui, que sa dynamique entraîne de nombreux dirigeants africains, parce que la tension que signalait ma voisine à l'instant est très importante en Afrique aujourd'hui, entre la poussée démocratique, la poussée de la modernité, et en même temps des dirigeants qui, un peu partout, s'installent pour longtemps. On le voit par exemple au Burundi en ce moment même. On voit cette espèce de tendance au Congo, bien entendu, évidemment. On voit cette tendance des dirigeants africains à s'installer durablement au pouvoir. Alors est-ce que c'est pour construire un projet en Afrique centrale? Oui, absolument. Est-ce que c'est pour construire un projet politique et démocratique ou une démocratisation? Pour l'instant, on n'en prend pas le chemin. C'est ça qu'on peut dire. Béatrice? Non, c'est vrai. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que je pense qu'il y a un vrai... c'est fascinant, en fait, ce pays, le Rwanda, parce que je pense qu'à la fois, il est en train de réaliser... Il faut se rendre compte, un pays africain qui atteint les objectifs du millénaire, qui va devenir un pays émergent, c'est juste quelque chose qui était presque considéré par certains comme contre nature. Il y avait presque un constat de dire, bon, ils sont ataviquement, entre guillemets, incapables de sortir d'une forme de sous-développement. Ici, il y a non seulement du développement, il y a de l'éducation, il y a des femmes qui sont majoritaires au Parlement, donc il y a quelque part une volonté d'émancipation féminine aussi. Donc c'est assez formidable. Qu'en plus, pour nous qui sommes là, perdus dans notre saut du papier vers le digital, ils veulent passer le saut du papier avec tous ces jeunes qui sont sur leur smartphone et qui ont une capacité digitale et un marché extraordinaire. Et en plus, c'est devenu une espèce de paradis du tourisme, parce que Colette Brackman, tout mon savoir, je le tire de ma collègue Colette Brackman, qui vient régulièrement. Tout à fait, qui connaît très bien le sujet, et qui disait qu'en plus du point de vue de la sécurité, ce pays offre un duo incroyable, une espèce de martingale que très peu de pays offrent encore dans le monde. C'est très très beau et très très sûr. Le Point publie d'ailleurs cette semaine 4 pages sur un nouvel hôtel écolo magnifique dans la région des Grands Lacs à $1000 la nuit, à peu près. Il y a des tarifs quand même. Jean-Christophe. On peut penser aussi que, alors peut-être pas la semaine dernière, mais peut-être la prochaine fois qu'ils se verront, Paul Kagame et Emmanuel Macron parleront aussi de la RD Congo. C'est évidemment un sujet très important. Le Rwanda est un petit pays à côté de l'immense Congo. Il y joue une influence, il a une influence considérable, sécuritaire, économique, extraction minière, etc., à l'est de la RD Congo. On sait que normalement, il y a des élections présidentielles qui se déroulent, une élection présidentielle en RD Congo en décembre. Ça intéresse évidemment éminemment le Rwanda, ça intéresse évidemment la Belgique, la France, les pays. Donc là, ce que vous nous dites aussi, c'est que la France revient dans la région des Grands Lacs à travers le Rwanda. Alors, je pense qu'elle n'est jamais véritablement partie, mais en tout cas, ce contact renoué va leur permettre, je ne sais pas s'ils vont réussir à coordonner leurs actions, mais en tout cas, ils vont pouvoir se parler davantage sur cet enjeu très important qui est l'avenir de la RD Congo. Et quoi qu'il arrive, tout le monde se reverra au sommet de la francophonie. Ce sera en octobre prochain à Erevan, en Arménie, évidemment. Comme chaîne de la francophonie, on va continuer à suivre tout ça. Je vous propose qu'on parte maintenant en Belgique. Béatrice, où l'émotion était très vive cette semaine, la polémique fait rage, c'est le moins qu'on puisse dire. La mort d'une fillette de 2 ans aura-t-elle un impact sur la politique migratoire du pays? On va s'interroger maintenant. Mais d'abord, le récit de ce que l'on peut appeler l'affaire Maouda. Il est signé Pascal Vessé. Comment est morte la petite Maouda qui venait de fêter ses 2 ans? Pour les parents de la fillette kurde, il n'y a aucun doute possible. C'est un policier qui a tiré sur leur enfant. La camionnette dans laquelle il se trouvait avec une trentaine d'autres migrants kurdes a été prise en chasse par la police belge alors qu'il se dirigeait vers la Grande-Bretagne. La personne à côté du conducteur du véhicule de police a pris son arme et l'a pointée vers notre chauffeur. Mais nous n'avons pas vu son visage. Nous avons entendu un seul tir et puis j'ai vu du sang dans le cou de ma femme. C'était le sang de Maouda. L'avocat des parents de Maouda réclame une commission d'enquête parlementaire, car depuis ce drame, l'enquête a connu plusieurs versions. Le parquet a tout d'abord évoqué un traumatisme crânien avant de se rétracter et de parler d'un impact de balle. L'affaire prend aussi une tournure politique. Face aux critiques de l'opposition, Charles Michel promet des enquêtes indépendantes. Je crois qu'il est important pour la Belgique, qui est une grande démocratie, de faire la lumière, toute la lumière. Les questions migratoires sont des questions extrêmement complexes partout en Europe, et surtout cela suppose que l'on continue à se battre contre les trafiquants d'êtres humains. Les associations de défense des droits des migrants dénoncent un abus de pouvoir de la police. Le procureur général de Mons a déclaré que l'auteur du tir était bien un policier. Il se sent abattu et n'a jamais voulu cela. Rapprochez-vous encore, venez plus par ici.
Alors, on voit là des images de manifestations, signe de solidarité des Belges dans cette affaire. On a l'impression qu'en Belgique, il y a une solidarité particulière, en tout cas d'une frange de la population, envers les migrants. Comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est vrai d'abord? Ou est-ce que c'est une mauvaise impression? Oui, évidemment, statistiquement, c'est peut-être difficile à donner une idée de l'ampleur du phénomène, mais c'est vrai, par exemple, dans ce fameux parc Maximilien, où il y a une série de familles qui, encore aujourd'hui et toujours, font ce qu'on appelle des chambres d'hôtes pour migrants. Alors, le parc Maximilien qui se trouve au centre de Bruxelles, près d'une gare, près de la gare du Nord. Donc et à côté du service des étrangers. À côté du service des étrangers, près de différents commissariats, centre de Bruxelles, pas loin de Molenbeek, etc. Mais ce sont des gens qui viennent, et pas seulement des francophones, parce qu'à un certain moment donné, vous savez que ce pays, entre francophones et flamands, on essaie toujours un peu de dire que les uns font une chose et quand les autres font l'autre. Mais en l'occurrence, là, c'est assez réparti de gens qui viennent chercher la nuit des migrants pour leur offrir un toit. Notamment certains qui viennent, qui ont tenté d'entrer, ils les reprennent plusieurs fois, enfin, quand ils ont échoué leur tentative d'entrer vers la Grande-Bretagne, beaucoup de Soudanais, beaucoup d'Érythréens. Il y a des villages aussi wallons, par exemple, il y avait un village, Walcourt, où il y avait une très grosse résistance quand on n'avait pas parlé de positionner là un centre d'accueil pour réfugiés, et ça se passe super bien des mois après. Il y a d'autres cas de solidarité qui ne sont pas seulement liés à l'aspect bruxellois. Il y a eu aussi cette résistance, pas seulement de la société civile, il y a cette plateforme citoyenne très importante chez nous, mais il y a aussi une série d'intellectuels, de juristes, de professeurs d'université qui se sont beaucoup manifestés par des cartes blanches et des déclarations publiques pour dire que les visites domiciliaires qui avaient été prévues dans la politique migratoire, c'est-à-dire la possibilité d'entrer dans les domiciles pour y prendre des gens qui sont normalement en phase d'expulsion du territoire, eh bien, pour interdire, pour dire que ce n'était pas constitutionnel, en tout cas que ce n'était pas respectable. Parce que tout ça se passe dans un contexte où la politique migratoire de la Belgique se durcit un petit peu. On a l'impression, si on revient à l'affaire Maouda, qu'il y a tous les éléments symboliques, pour en faire un cas symbolique de cette politique. C'est ce qui risque de se passer? Oui, ça y a plusieurs tentatives. Donc là, le mantra du gouvernement actuel, c'est une politique ferme mais humaine. Et certains disent avec justesse d'ailleurs qu'une partie de cette politique a été commencée sous le gouvernement précédent qui comportait des socialistes et des libéraux. Mais ici, il y a deux éléments qui jouent. Le premier, c'est que l'enquête le dira, est-ce qu'il y a eu bavure? Parce qu'autour de la mort de Maouda, il y a non seulement ce tir de policier dont on se dit pourquoi il a tiré, qu'est-ce qu'il visait, mais il y a eu énormément de choses incompréhensibles dont on pourrait être douté, enfin légitimement questionnable sur la manière dont les parents ont été mis en prison alors que leur petite fille a été mourante à l'hôpital et mourait à l'hôpital sans eux, que les migrants qui ont été arrêtés ont été frappés d'expulsion du territoire, donc ils n'ont pas pu être arrêtés, et on n'a pas su arrêter la personne trafiquante, entre guillemets, qui était avec eux. La deuxième chose qui n'est pas dans le reportage, qui est très importante pour comprendre maintenant que l'émotion a monté d'un palier depuis jeudi dernier, c'est que le leader nationaliste du parti de la NVA, Bart De Wever, qui est parti au gouvernement, où il a comme représentant des hommes les plus forts du gouvernement à l'intérieur, donc le ministre de la Police qui devrait démissionner peut-être s'il y a une responsabilité politique établie, et le ministre de la Migration, M. Franken, il a déclaré jeudi soir que lui ne comprenait pas pourquoi on donnait ce statut de victime aux parents, qu'on exagérait là-dessus, qu'ils avaient une responsabilité, estimant qu'à un moment donné, ces parents eux-mêmes avaient mis leur enfant en danger, notamment parce qu'ils ont fait plusieurs allers-retours depuis 2 ans qu'ils ont quitté l'Irak, en mettant par exemple leurs enfants dans des camions frigo pour les amener en Angleterre. Ce qui a été maintenant... alors ça, tout le monde, et je terminerai là-dessus, ça crée beaucoup d'émotions dans la population, beaucoup d'émotions surtout dans l'opinion, et pour une fois, c'est assez étonnant, mais c'est comme ça, de la même façon côté flamand que côté francophone. Une fois n'est pas coutume. Oui, mais c'est très important par rapport à la pression que ça peut exercer sur le gouvernement. Jean-Christophe. En entendant ce que vous disiez sur la Belgique, on sait qu'en Europe, de toute façon, les politiques publiques se durcissent partout à l'égard de la migration. On l'a vu en France avec la loi concoctée par le ministre Gérard Collomb. On le voit en Allemagne aussi, où il faut oublier la Angela Merkel de 2015. L'Allemagne est elle aussi beaucoup plus rigoureuse par rapport à l'examen des demandes de réfugiés. On le voit aussi dans les pays nordiques qui étaient très généreux à un moment donné. La Suède est vraiment beaucoup plus prudente aujourd'hui, voire réticente finalement par rapport à l'accueil des migrants. Donc, et on voit que cette question, depuis plusieurs années, finalement, a servi de carburant finalement pour un vote populiste et pour des partis populistes qui sont aujourd'hui de plus en plus présents en Europe. Alors, on voit le gouvernement italien qui est en train d'essayer de se former. La question migratoire a vraiment boosté le vote de la Ligue. On voit aussi
été en Autriche, on l'a vu le vote en Allemagne aussi en faveur de l'AfD. Donc effectivement, il y a vraiment aujourd'hui un durcissement des politiques et en même temps, finalement, des opinions. Alors, une partie de l'opinion, je pense, des opinions qui sont très clivées. C'est-à-dire, il y a vraiment une partie de l'opinion qui est très en soutien des migrants. Comme on vient de le dire pour la Belgique, mais en France, on sait qu'à Calais, on sait qu'aussi à Briançon, Vallée de la Roya, voilà, il y a vraiment des dispositifs d'aide. Et puis une partie de l'opinion qui, elle, en revanche, est très exaspérée. L'affaire Maouda, Jean, ça met aussi en lumière le rôle des passeurs, parce qu'on a beaucoup parlé de la Libye, de la traite d'êtres humains, etc. Est-ce qu'on découvre un peu quand même naïvement que ça existe aussi sur sol européen? Les passeurs sont pour moi, et c'est ce que révèle cette affaire aussi, sont une zone d'ombre considérable. C'est-à-dire que à la fois les États et les migrants eux-mêmes et les associations d'aide aux migrants elles-mêmes ont du mal à se mettre au clair sur cette question des passeurs. Les États à les bloquer, les États les ont identifiés, j'imagine en Belgique comme en France et comme dans d'autres pays où on a des crises migratoires très importantes en ce moment. Les États ont identifié les organisations passeurs, ont identifié les circuits monétaires, ont identifié l'argent que coûte chacun des voyages. Je reviens du Canada et j'ai vu combien coûtait pour, par exemple, un Nigérian de venir de Lagos jusqu'à Montréal et les différentes étapes de son voyage via les États-Unis, etc. Donc, tout ça, on le sait. Et donc, il y a un moment où les gouvernements portent pour moi une très grande responsabilité dans ce refus d'affronter tous les aspects du dossier et de ce qu'on appelle en Europe la crise migratoire. C'est-à-dire les aspects humains, les aspects de prise en charge des gens qui sont quand même des victimes, quel que soit leur statut, parce qu'ils sont des victimes d'une situation de guerre dans leur pays, en l'occurrence l'Irak pour cette famille kurde. Et donc je crois que là, il y a un énorme travail à faire, à la fois d'information sur le rôle exact de passeurs, de bagarres que nous menons, Amnesty International, là, au niveau local, dans ces différentes sections. Mais c'est très difficile, parce que c'est très difficile, contre les passeurs et contre l'organisation mafieuse des passeurs. Et puis, je dirais aussi que il y a quand même, moi, ça me frappe maintenant depuis quelques mois, et je vous en cite un exemple qui s'éloigne un tout petit peu de l'Europe, mais à peine, parce que c'est une situation semblable, c'est Israël et la question des migrants africains, d'Afrique de l'Est notamment. Le gouvernement Netanyahou devait mettre à la porte plus de 30 000 migrants là, ce printemps 2018. Il a renoncé en grande partie sous la pression de l'opinion publique israélienne. Les Israéliens et des rabbins et des rabbines, des femmes rabbins, disant au gouvernement de Netanyahou, nous sommes aussi une nation de réfugiés. Et ça, je crois que cette dimension humaine qui est en train d'intégrer les opinions publiques, que ce soit en Israël ou ailleurs, même si l'opinion publique israélienne est différente à l'égard des Palestiniens par ailleurs, je pense que c'est une évolution qui est très importante. On va conclure avec vous, Béatrice. Je vais vous laisser réagir à ce que disait Jean. Et peut-être essayer de terminer aussi sur cette question qui est celle qu'on posait là. Est-ce que l'affaire Maouda peut faire bouger sensiblement la politique migratoire de la Belgique? Mais justement, parce que il y a des mouvements citoyens, il y a des mouvements de solidarité, mais on sera très curieux parce qu'en Belgique, il y a des élections qui se profilent. Il n'y en a pas eu, c'est assez rare dans notre pays, mais pendant un certain laps de temps, donc des élections municipales qui arrivent en octobre, mais surtout les fédérales qui arrivent en mai prochain. Et aujourd'hui, en fait, tous les indicateurs montrent, notamment au nord du pays, parce que les Flamands votent pour des partis flamands, que la NVA, donc le parti nationaliste, profite terriblement de cette politique, notamment sur la migration et la sécurité. Elle en profite d'autant plus qu'elle la revendique, elle l'a mise au centre de ce qui n'est plus du tout, on ne peut plus dire que la NVA aujourd'hui est un chantre de l'indépendantisme flamand, dit des choses très vilaines sur les francophones profiteurs et le wallon qui ne sauraient pas se bouger le matin pour aller travailler. Tout ça a disparu, et pas seulement parce qu'ils sont dans un gouvernement fédéral et que ça peut paraître antinomique de gérer la Belgique quand on est séparatiste, mais surtout parce qu'ils ont trouvé un meilleur sujet, et que le sujet en fait passe très très bien auprès des populations, aussi côté francophone, parce qu'aujourd'hui, la grande interrogation, c'est de se demander pourquoi les deux ministres de la NVA, que des francophones auraient toutes les raisons de juger excessifs, sont parmi les plus populaires quand on fait des sondages de popularité, ce qui fait qu'on est très attentif à voir si, finalement, les élections qui vont venir vont pas être un plébiscite de cette politique beaucoup plus restrictive, et où finalement, ce que certains appellent danser aux frontières des droits fondamentaux des migrants, si ça choque finalement tellement les lecteurs. Et pour être exhaustif, les obsèques de cette fillette Maouda devraient avoir lieu, je parle sous votre contrôle, cette semaine normalement. Oui, on attend en fait parce qu'il y a un problème de papier. En tout cas, il y aura une célébration d'hommage mercredi, et puis après, elle devrait être enterrée à Schaerbeek dans un
cimetière multiconfessionnel et les parents ont demandé aujourd'hui, enfin vendredi dernier dans la nuit, une autorisation de rester à titre exceptionnel pour circonstances exceptionnelles. On attend la décision du gouvernement. Et on verra donc cette semaine ce qui se passe à ce niveau-là. Je vous propose qu'on continue, si vous nous rejoignez maintenant, soyez les bienvenus sur TV5 Monde. On continue à passer en revue l'actualité de la semaine avec nos invités, nos kiosqueurs, Jean-Christophe Loquin de la Croix, Jean Stern de la Chronique d'Amnesty et Béatrice Delvaux du Soir. C'est un novice, on parlait de l'Italie, c'est un novice en politique qui prend la tête du gouvernement de coalition populaire. Le président de la République, Sergio Mattarella, a accepté son nom avec réserve. Voici les premières déclarations de Giuseppe Conte. Mon intention est de donner vie à un gouvernement issu du peuple et chargé de défendre les intérêts de ce même peuple. Je suis un avocat. Et toute ma vie, je me suis fait le défenseur des gens. Je serai donc le défenseur des intérêts de tous les Italiens, sur tous les fronts, au niveau international et en Europe. Lors de mes discussions avec les institutions européennes, je serai l'avocat du peuple italien. Qui est cet avocat du peuple italien, Jean? On ne le connaît pas bien. On le connaît assez peu et ce qui nous a révélé de lui s'est avéré en partie mensonger en plus, puisqu'il a truffé... Des petits soucis sur son CV. Hein? Il y a des petits soucis sur son CV. Il y a des petits soucis sur son CV, parce que oui, 15 pages. C'est-à-dire, pourquoi il a fait un CV de 15 pages pour mettre plein d'erreurs ou de trucs où il n'est jamais allé, d'université américaine, etc. Donc déjà, il y a un premier souci. Mais je dirais que pour l'instant, on n'en sait rien. En réalité, on ne connaît pas ce monsieur Conte. Ce qu'on connaît plus, c'est les deux partis qui sont en coalition. Je vous propose qu'on regarde, pendant que vous parlez, cette une qui dit « L'équilibriste », c'est le titre du quotidien italien Il Fatto Quotidiano, parce que je pense que c'est là-dessus que vous allez aller. Quelle sera sa marge de manœuvre entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue? Il est pris entre deux partis qui ont comme point commun, on va dire, la haine du système italien qui a commencé à se déliter au début des années 80, donc on peut quand même, la démocratie chrétienne italienne, le Parti communiste italien, qui étaient les deux forces centrales de ce pays pendant 40 ans, ont commencé à se déliter dans les années 80. Donc on n'est pas non plus sur un système qui est au bout du chemin. On est dans une histoire qui a continué. On a deux partis, le premier populiste, le deuxième populiste et d'extrême droite et passablement nationaliste, c'est-à-dire en tout cas régionaliste au sens national du terme. Et donc il y a à nouveau tous les maux de l'Italie qui remontent, le conflit nord-sud, le développement, le rôle de l'État, la corruption, etc. Donc moi, qu'est-ce qui m'inquiète dans cette histoire? Il y a deux choses qui m'inquiètent sur l'Italie. La première, c'est le durcissement de la démocratie, dont parlait Béatrice Delvaux à l'instant, sur la prochaine élection possible et les résultats possibles prochaines élections en Belgique. On verra, mais là, on a encore un signe du durcissement de l'Italie. Et le deuxième chose qui m'inquiète beaucoup, c'est, moi qui suis fondamentalement européen d'une certaine manière, c'est la possibilité pour l'Italie aujourd'hui de se retirer toutes les parties de l'Union européenne. Et donc, c'est des choses qui sont quand même complètement démentielles quand on pense que l'Union européenne est basée sur le traité de Rome. Et que l'Italie est un des membres fondateurs. Bien sûr. Et qu'on a l'impression qu'il y a un petit rempart. C'est le président Mattarella qui accepte ce nom de Giuseppe Conte avec réserve, qui pourrait peut-être intervenir à minima, mais quand même sur la formation du gouvernement. Oui, il a un très faible pouvoir, Mattarella, et le simple fait, mais il sait en jouer, donc le simple fait de retarder un peu la nomination, la désignation du Premier ministre, déjà c'est une façon de faire sentir qu'il ne le tient pas en grande estime, et effectivement il se méfie en quelque sorte de lui, mais c'est compliqué. Les Italiens ont quand même voté très clairement pour ces deux partis anti-système. Et donc, refuser finalement leur alliance, ce serait perçu comme allant à l'encontre du vote des Italiens. Cela dit, qu'est-ce qui réunit ces deux partis ? Il y a la dimension anti-système, mais il y a aussi, ils sont quand très opposés, ils sont rivaux l'un par rapport à l'autre. Qu'est-ce qui fait ils ont besoin en fait d'un petit peu de temps pour s'affirmer chacun dans leur camp respectif. La Ligue veut se débarrasser de Forza Italia. La Ligue... le parti de Berlusconi. Silvio Berlusconi. La Ligue est là où elle est aujourd'hui parce qu'en faisant alliance avec Forza Italia, finalement, la droite italienne, la droite et l'extrême droite, est arrivée première au niveau des élections. Mais Forza Italia pèse à peu près autant que la Ligue. Et donc, la Ligue veut vraiment
faire le ménage, et pour ça, elle a besoin de temps, elle a besoin d'accéder au pouvoir. Et le mouvement 5 étoiles, c'est pareil. C'est un mouvement extrêmement jeune, il veut pouvoir s'affirmer durablement, effacer en quelque sorte le Parti démocrate qui était le parti de gouvernement précédent, et donc ils vont rester au pouvoir tant qu'ils estimeront que ça leur permet de gagner, de continuer à écarter finalement leurs concurrents. Mais en même temps, je ne pense pas que ce gouvernement durera très longtemps, tellement finalement ils sont antinomiques. Pour ne prendre qu'un exemple, parce que je vois Jean qui hoche de la tête, il y en a quand même un qui a promis le retour à des aides sociales, à du revenu universel pour tout le monde, donc à des dépenses extrêmement importantes, et l'autre dont le programme, la Ligue, c'est au contraire moins d'État, moins de dépenses de l'État. Donc ne serait-ce que sur cet enjeu-là, ils sont vraiment à front renversé. Et on voit que cette coalition anti-système, et c'est ce qui inquiète un peu l'Europe, ne cache pas ses intentions, et vous l'évoquiez, de pratiquer une politique de relance, mais en laissant déraper le déficit, la dette, qui sont déjà assez importantes dans cette troisième économie de la zone euro. Est-ce qu'on se dirige vers un bras de fer entre Bruxelles et Rome sur cette question-là ? Sans doute, mais il faut noter que dans le programme qu'ils ont mis sur table, il y a déjà des choses qui étaient prévues qui ne sont plus dedans. Donc ils ne disent plus qu'ils veulent changer les traités, ils ne disent plus qu'il faut discuter de la monnaie unique. Donc est-ce qu'ils sont devenus raisonnables ? Est-ce qu'ils ont reçu des consignes ? Est-ce qu'ils se disent qu'il faut attendre avant peut-être de mettre d'autres projets sur table ? En tout cas, ils sont moins rudes sur l'aspect européen que ce qu'ils avaient été au départ. Ils ont un rempart qui est le président, mais le meilleur rempart pour l'Europe par rapport à ce qui peut s'y passer, ce sera la situation économique, parce que très vite, ils pourraient être en difficulté s'ils prennent des décisions dramatiques. Rappelez-vous, c'est ce qui s'est appliqué à la Grèce, parce qu'à un moment donné, toutes ces menaces de c'est le ciel qui va vous tomber sur la tête et vous allez encore être plus pauvre si vous faites ce que vous dites, sortir de l'euro, blablabla, c'est ce qui a quand même fait peur aux Grecs. La difficulté, je vais faire 2 remarques là-dessus. La difficulté, c'est que pour que l'Europe puisse discuter avec cette Italie et la rendre raisonnable, il faudrait éjecter un Varoufakis, mais surtout, il faudrait trouver un Tsipras. Je ne sais pas qui est le Tsipras italien aujourd'hui. Deuxièmement, moi j'ai quand même envie de dire que l'Europe, ça me fait rire qu'elle ait peur. On pense que cet euro et cette stabilité européenne est très importante. Mais pourquoi est-ce que la Grèce finalement en est venue à cette extrémité ? Parce que l'Europe a mené une politique budgétaire excessivement austère. Elle s'est rendue compte, soi-disant, en cours de processus grec, qu'il fallait changer. Le problème, c'est chaque fois qu'il y a un problème qu'on décide de changer. Ici, il faut quand même rappeler qu'ils sont créer le phénomène italien en ne gérant pas la migration. Et j'ai bien peur que l'Europe demande à l'Italie de ne pas faire des choses horribles qu'elle le soupçonne de vouloir faire sans que l'Europe puisse mettre son magasin en ordre au point de vue de la migration. Comment est-ce que l'Europe peut aider l'Italie ? Le mieux qu'elle puisse faire, c'est pas en la menaçant, c'est pas en donnant des leçons d'économie à ses dirigeants actuels, mais c'est en réglant le problème de la migration en sortant l'Italie de son isolement. Je vois que vous êtes tous d'accord sur cette question. Oui, je crois que c'est une question même fondamentale, parce qu'on voit bien que la question de la migration, sur laquelle l'Europe a du mal à se positionner, que ce soit avec l'Italie, que ce soit avec la Pologne, la Hongrie également, ou les trafiquants, absolument. L'incapacité de l'Europe à affronter durablement, collectivement et politiquement, je dirais, cette crise migratoire, est pour moi le signe le plus inquiétant de cette affaire italienne, parce qu'effectivement, on peut avoir là un durcissement sur lequel, parce que j'ai des doutes sur le désaccord entre les deux parties. En fait, comme toujours dans les coalitions de gouvernement, on peut trouver finalement des intérêts d'entente. Et je me demande si cette question d'émigration, de l'accueil et du traitement des réfugiés en Italie ne sera pas le point d'accord central de ce futur gouvernement. Jean-Christophe, tout ça se joue à 1 an des européennes. Oui, on sait que l'Italie, qui était l'un des pays fondateurs de l'Union européenne, qui était l'un des pays où le taux d'adhésion à l'Europe était extrêmement fort, est aujourd'hui devenu l'un des pays où il est le plus faible. Et c'est pas tant les institutions européennes, c'est pas tant à cause d'elles, mais c'est parce qu'effectivement les Italiens se sont sentis lâchés sur la question migratoire. Quand pendant 2 ou 3 ans, il y a eu 300 000, 400 000 migrants qui arrivaient sur les côtes italiennes et qu'il n'y avait aucune solidarité des autres pays européens, notamment la France. Et le deuxième sujet, c'est effectivement le sujet économique. L'Italie est en grande difficulté économique, n'arrive pas à relancer son économie fondamentalement, et notamment au sud du pays, ça se sent avec des niveaux presque de sous-développement aujourd'hui. L'Italie est un pays extrêmement inégalitaire entre un nord, alors justement, qui a voté pour la Ligue, très riche, et un sud qui a voté pour le mouvement 5 étoiles, très pauvre. Et là aussi, ils n'ont pas vu du côté de l'Europe et notamment du côté de Berlin suffisamment de souplesse par rapport aux marges de manœuvre budgétaires pour pouvoir vraiment relancer l'économie. Donc il y a une grande
aujourd'hui animosité à l'égard du projet Ça, européen. c'est le constat. Encore une fois, des élections dans un an. Comment toute cette question européenne, mais en Italie et ailleurs aussi, parce que quand on parle de l'Italie, on mentionne également d'autres pays, comment ça va se traduire dans les urnes dans un an ? Écoutez, moi, je pense que ça va se traduire par effectivement une grande crispation identitaire qu'on voit monter un peu partout. Mais une crise dans l'Europe aussi, parce qu'il y a une tentative de relancer l'Europe par Emmanuel Macron, etc. Est-ce que là, il va y avoir un calendrier extrêmement complexe ? C'est l'occasion ou jamais, je dirais. C'est l'occasion ou jamais. C'est-à-dire que les élections européennes de l'année prochaine, les résultats possibles ou probables et une majorité, on va dire, de droite identitaire, pour être sur des termes larges, au prochain Parlement européen, évidemment, va obliger les dirigeants des gouvernements à réagir, et notamment Emmanuel Macron, qui a fait comme projet central la relance de l'Europe, et de ce point de vue-là, c'est louable. Oui, je suis très curieuse de voir comment il va faire, parce que quand il a commencé, il était seul, puis on s'est dit, il va avoir des alliés. Il avait des alliés, mais tous ces alliés sont devenus faibles, Merkel faible, les Pays-Bas sont en train de faire un autre projet européen, donc beaucoup de pays qui étaient au départ de la construction européenne sont en train de prendre d'autres voies. L'Italie, maintenant, s'est plombée, et je vais ajouter par rapport à nous, la Belgique, on est un Premier ministre, Charles Michel, qui est extrêmement volontariste, qui est le meilleur allié de Macron à sa façon. On dit toujours que la Belgique fait les compromis européens, permet à l'Europe finalement de survivre des moments difficiles. Mais il y a quelques semaines, le fameux dirigeant Bart De Wever du Parti nationaliste flamand, qui est tout puissant au nord du pays, a donc fait une déclaration en disant que finalement l'Europe c'était un traité, mais qu'on ne pouvait pas faire plus d'Europe partout dans tous les domaines, et qu'il se rapprochait finalement davantage d'une position qui était la position des Hollandais, voire des pays de l'Est, que de celle de son Premier ministre et de la partie francophone, qui est une volonté de croire résolument l'Europe et en plus d'Europe. Et une année complexe qui s'annonce en Europe. Là aussi, on aura l'occasion d'y revenir. Je vous propose qu'on termine cette émission avec un thème de société planétaire. Les Irlandais ont massivement décidé vendredi de légaliser l'avortement. Une révolution dans ce petit pays à forte tradition catholique où la loi est l'une des plus restrictives d'Europe, avec notamment une peine encourue de 14 ans d'emprisonnement. La campagne pour le droit à l'IVG a été marquée par de nombreux témoignages de femmes sur leurs drames intimes vécus dans la honte et dans la solitude. Écoutez celui de Tara Flynn, comédienne et écrivaine, qui dès 2015 a décidé de briser un tabou. J'avais besoin d'une contraception d'urgence. Je l'ai tout de suite prise, mais cela n'a pas marché. J'étais seule, je n'avais pas de travail régulier. J'avais 37 ans. Je ne voulais pas être mère. Je n'étais pas en mesure de l'être. On se sent très seul et isolé quand on part à l'aéroport avec un tel secret. C'était complètement surréaliste d'être là. De voyager pour des soins médicaux. Même si avorter à l'étranger n'est pas officiellement un acte criminel. Tu te sens hors la loi quand on te dit que les lois l'interdisent dans ton pays. Certaines femmes font des choses qu'on dirait sorties d'un roman de l'ère victorienne. Elles boivent du gin, de l'eau de javel. Elles se jettent dans les escaliers. Si elles ont une voiture, elles essayent d'avoir un accident juste assez grave pour provoquer une fausse couche, mais pas les tuer. J'aimerais que tout cela n'existe pas ici, mais cela existe. C'est ce que je dis toujours. J'ai eu de la chance. J'avais une carte de crédit, j'ai pu partir à l'étranger. Un témoignage, beaucoup de témoignages depuis quelques mois en Irlande, avec un résultat qui est de 66% en faveur... 66,4 exactement, pour être précis. Mais surtout, on a l'impression que c'est un tabou qui a sauté en Irlande. Oui, c'est un tabou qui a sauté en Irlande, et c'est une victoire extrêmement importante, parce que d'abord, c'est une victoire de plusieurs générations de femmes. C'est depuis 1983 que la loi interdit totalement l'IVG en Irlande. Donc, c'est des mères, leurs filles, leurs petites-filles qui ont mené ce combat. Et en Irlande, le combat était extrêmement important. Vous l'avez dit, on l'avait raconté dans mon magazine en novembre dernier, nos envoyés spéciaux, parce que c'est un combat mené par les femmes, mais aussi par les hommes. En Irlande, avec beaucoup de gens qui sont rentrés dans ce combat, et qui était un combat au fond, et qui est un combat pour la modernisation des droits
en Irlande et ailleurs. Donc on voit bien qu'aujourd'hui c'est une tendance mondiale et qui va nous amener un petit peu plus loin, parce qu'il y a d'autres pays qui sont en train de durcir leur législation sur l'avortement. Je pense à la Pologne en particulier. Mais ce qui s'est passé en Irlande, ce référendum, l'aspect massif du vote, parce que la participation était de plus de 68%, je crois, et 66% en faveur. Donc ce vote très massif des Irlandais et des Irlandaises montre bien que le combat pour l'avortement, le combat en général pour les droits sexuels et reproductifs dans le monde est loin d'être terminé, que l'exemple irlandais, l'étape irlandaise va ouvrir d'autres pistes dans d'autres pays du monde. La campagne a été âpre, avec un affrontement entre les pros et les anti-IVG, entre générations peut-être aussi. On voit qu'au final, ce qui l'emporte, c'est une adhésion aux droits des femmes, moins les motifs religieux. On a à un moment donné craint peut-être un peu un vote à la Brexit, ça n'a pas eu lieu. Comment ça s'explique ? Je pense que si vous posez la question du rôle de l'Église catholique dans ce référendum, je pense que l'Église en tant qu'institution s'est tenue un peu en retrait, que ça a été d'autres groupes d'opinion qui ont mené la bataille du non. Mais je pense que le vote, effectivement, montre qu'aujourd'hui, l'Église catholique, finalement, n'est plus pertinente par rapport à ce qu'est devenue la société irlandaise. On voit effectivement un processus de modernisation de la société irlandaise. On sait que pour être crédible, pour avoir une voix qui porte, il faut être crédible. Or, l'Église irlandaise a considérablement perdu de sa crédibilité à cause de scandales de pédophilie qui sont sortis toutes ces dernières années. Et par ailleurs, sur une question qui met évidemment au cœur finalement les choix des femmes, eh bien l'Église, lorsque c'est une institution extrêmement masculine et où les femmes finalement n'apparaissent pas dans les processus de décision, eh bien évidemment, elle ne percutait plus en quelque sorte. Donc effectivement, je pense que l'Église catholique en Irlande va devoir vraiment repenser sa façon d'être par rapport à la société, si elle veut retrouver un petit peu le lien avec la société. Est-ce qu'il y a eu une réaction du Vatican ? J'avoue, je ne sais pas si le Vatican a réagi. Ce qu'on sait, c'est que le pape va y aller dans les prochains mois, puisqu'il y a une grande manifestation dédiée aux familles, justement, une grande manifestation mondiale. La précédente était aux États-Unis. Et donc, le pape, certainement, va, je pense, prendre le sujet à bras-le-corps et essayer de demander aux évêques et à l'Église, justement, d'être dans une attitude beaucoup plus pastorale vis-à-vis de la société telle qu'elle est. Un petit rappel quand même, je vais vous passer la parole Béatrice. En 1995, les Irlandais avaient approuvé de justesse la légalisation du divorce par 50,3% des voix. En 2015, ils ont dit oui au mariage homosexuel à 62%. Ils viennent de légaliser l'avortement par 66% des voix. On a là une société irlandaise qui en 2 décennies a connu des bouleversements très profonds. Oui, c'est marrant parce que je me disais, dans le fond, pour les migrants, qu'est-ce qui se passe ? Les partis qui performent sont les partis qui entendent ce que les peuples disent, en fait, ressentent une peur. Je veux dire, on ne va pas stigmatiser ce que les gens disent. Et donc, je pense que les hommes politiques qui entendent leur peuple font bouger leur société ou prennent de meilleures politiques. Normalement, il faudrait le prendre plutôt, pas de façon répressive, mais de façon à permettre à gérer les angoisses des uns et des autres. Ici, en l'occurrence, j'ai l'impression qu'il y a des hommes politiques qui ont entendu de manière encore de plus en plus grande ce qui vivaient dans leur peuple, de façon large, chez les femmes d'abord, et puis de façon plus large. Et je ne sais pas quel est le rôle décisif qu'a joué le Premier ministre dans cette affaire, mais c'est quand même assez remarquable qu'un Premier ministre, c'est rare en fait, en exercice, reconnaisse que par le fait qu'il ait écouté des témoignages, alors qu'il est médecin lui-même, ait changé d'avis. Ça ne veut pas dire qu'il n'a peut-être pas été déterminant, mais en tout cas, il a accompagné un mouvement et peut-être qu'il a permis, étant lui homosexuel, étant déjà agité, mais il a permis à d'autres de se dire « mais pourquoi moi je ne changerai pas d'avis ?» Il a permis à un peuple de se questionner. Et je trouve que souvent aux dirigeants qui veulent asséner des vérités, peut-être que c'est un conseil dans le fond de dire « mais rendez un peu de libre arbitre, même sur des sujets qui vous gênent ». Pour que les gens puissent se faire une meilleure opinion et que les gens puissent évoluer dans cette opinion, sauf pour voter en colère, parce que le référendum ici, c'est pas un référendum de colère. Et ça qui est assez génial, c'est que dans une Europe où on a l'impression qu'on fait des pas en arrière sur plein de plans, l'Irlande, elle nous ouvre une fenêtre
parce qu'on a l'impression qu'on va de l'avant. L'Europe qui fait, je rebondis sur vos propos, qui fait des pas en arrière sur la question de l'avortement. On voit qu'il y a une tension, que ce soit au niveau légal, ou même parfois, on le voit en Italie, 7 médecins sur 10 qui invoquent la clause de conscience. Comment vous expliquez ce recul qui semble y avoir maintenant en Europe ? D'abord, une toute petite précision, c'est que l'affaire irlandaise n'est pas terminée. Il y a encore la question de l'avortement en Irlande du Nord. Et il y a aussi la question de la loi sur le mariage pour tous en Irlande du Nord. Et là, on est dans un front inversé, puisque les unionistes, c'est-à-dire les protestants, s'opposent au mariage pour tous et à l'avortement en Irlande du Nord, alors que les catholiques sont en faveur de l'avortement et du mariage pour tous. Oui. Dans le cas du Royaume-Uni, puisque ça se passe par grande... Pour revenir à l'Europe, alors, justement, pour revenir à l'Europe, Ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, malgré tout, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit ma voisine, c'est-à-dire qu'il y a des dirigeants qui sont en capacité aujourd'hui d'entendre ce que disent les gens, d'entendre ce que disent les peuples, d'entendre les réflexions et les évolutions. Et donc, qu'est-ce qui se passe en Europe aujourd'hui ? On a un durcissement, cette question de l'avortement en fait partie, on a un durcissement individuel. Just do it, je prends ce qui m'intéresse, je ne prends pas ce qui m'intéresse. L'exemple des médecins italiens me paraît tout à fait frappant de ce point de vue-là. Et donc, il va en falloir en passer par la loi, y compris en Pologne. Je serais très curieux aujourd'hui d'un référendum en Pologne sur la question de l'avortement, d'un vrai référendum. Je ne suis pas sûr que le oui ne l'emporterait pas dans la même proportion que l'Irlande. La bataille sur l'avortement en Pologne est une bataille purement idéologique. Et c'est pas une bataille qui est liée ni à des valeurs médicales, ni même à des valeurs religieuses, puisque la Pologne s'est aussi largement émancipée de l'Église catholique ces 20 dernières années. Je pense que les référendums, ils sont conseillés dans les pays démocratiques. J'ai peur, moi, dans des pays comme la Pologne ou la Hongrie, que ce type de consultation soit manipulé par un pouvoir politique qui juste a envie que les choses se passent comme il l'entend et pas comme la démocratie le verrait naître. On va élargir encore, et ce sera vraiment le mot de la fin, on va élargir encore le cadre. Regardez cette carte de l'ONU. En rouge, vous allez voir les pays où l'avortement est interdit ou autorisé seulement pour sauver la vie de la femme. En orange, les pays où il est autorisé uniquement si la santé ou la survie de la femme sont en jeu. En jaune, autorisé si la santé ou la survie de la femme sont en jeu et pour des motifs socio-économiques. Enfin, en bleu, l'avortement est autorisé sans restriction majeure. Un commentaire chacun rapidement pour conclure là-dessus. Dans cette carte, on trouve par exemple le Rwanda dont on parlait tout à l'heure, et la question des avortements clandestins dans lesquels les femmes meurent est ouvertement sur la table au Rwanda, et le Rwanda va probablement évoluer sur la question de l'avortement dans les 2 prochaines années. D'un mot, quand on voit la carte, on voit bien qu'il y a un grand Occident qui est très favorable à l'avortement et une Amérique latine, une Asie, une Afrique qui est encore très réticente. Moi, je voudrais le dire parce que vous l'avez diffusé de façon large et internationalement, que ce n'est pas une victoire au sens où on ne se réjouit pas qu'on puisse avorter. Je crois que c'est très important de dire que c'est vraiment une douleur, une difficulté, que ça reste quelque chose, quand on le pratique, qui reste à vie inscrit en soi, mais que c'est une manière, à un moment donné, de gérer les droits des femmes, mais aussi la manière dont un couple, une relation amoureuse peut exister et se développer, et que ça fait partie d'une forme d'émancipation. C'est très difficile à entendre dans certaines cultures, mais je pense que c'est intéressant de se poser la question, et j'inviterai ceux qui sont contre à interroger de façon intime les femmes qui y sont confrontées pour comprendre leur motivation. C'est peut-être le meilleur moyen de faire le chemin. Si la parole se libère, comme c'était le cas peut-être en Irlande. On va enchaîner directement avec la semaine de Dilemme. Vous allez voir pourquoi. Dilemme revient sur ce vote, sur la légalisation de l'avortement en Irlande. Le feu passe au vert, un feu vert, blanc, orange et vert, blanc, orange aux couleurs du drapeau de cette île européenne. Autre grande actualité de la semaine, le va-et-vient de Donald Trump sur la Corée du Nord. 2 jours après avoir annulé le sommet avec Kim Jong-un, le président américain déclare finalement ce dimanche qu'il aura bien lieu le 12 juin à Singapour. De quoi en perdre son latin peut-être, Béatrice, d'un mot ? Ah oui, on n'est pas fini, c'est une saga. Je crois que... Jean-Christophe ? Non, la dénucléarisation de la Corée du Nord ne va pas se faire en un jour. Donc on peut s'attendre de la part de Kim et de la part de Trump à beaucoup d'alertes. Et on verra si ça aura lieu le 12 juin. On va voir si ça continue ce va-et-vient. Washington, on reste à Washington, qui impose de nouvelles sanctions à Caracas, et ce Vénézuélien pauvre qui s'étonne, une sanction pire que celle-là, pire que la réélection donc jusqu'en 2025 du président Nicolás Maduro. Notez aussi que Caracas a relâché un couple de prisonniers américains ce week-end. En Arabie Saoudite, 7 militants des droits des femmes ont été
été arrêté cette semaine. Honneur aux dames, indique ce dignitaire face à une porte de prison. Et enfin, l'homme par qui le scandale MeToo est arrivé s'est livré à la justice. L'ancien producteur d'Hollywood a pris l'un des meilleurs avocats des États-Unis qui explique « Je vous jure que je n'ai pas passé de casting ». Harvey Weinstein a été inculpé pour viol et agression sexuelle. Merci beaucoup d'être venu en plateau commenter l'actualité, c'est un vrai plaisir. Merci à vous qui nous regardez fidèlement aux quatre coins de la planète. Vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux. D'ici à dimanche prochain, évidemment, on se retrouve dimanche prochain. Je vous souhaite de passer une très belle semaine.